Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychologie ma chaîne culture. Je suis Florence Coteau, praticienne en psychothérapie et en PNL. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre le témoignage de Marie-Jeanne que vous avez découvert la semaine dernière. Pour être présent à tous nos rendez-vous, abonnez-vous à votre chaîne. Merci de liker et de commenter cet audio. Vous me retrouvez également sur Instagram. Comme d'habitude, chacune de mes interventions sera encadrée par cette sonnerie. Nous allons donc reprendre l'histoire de Marie-Jeanne là où nous l'avions laissée la dernière fois, à savoir quand le souvenir de l'abus du colonel remonte à sa conscience. Elle a environ 11 ans. Vous vous souvenez, elle a réussi à mettre cet horrible souvenir à distance. Restons dans la période de l'adolescence de Marie-Jeanne. À 14 ans, le frère de ma tante par alliance m'a abusé aussi. Ce mec me touchait sans mon consentement. Michel, c'est comme ça qu'il s'appelait, m'apportait des paquets de cigarettes le soir dans ma chambre. Enfin, c'était un prétexte pour venir dans ma chambre, quoi. Il me massait et il me disait des trucs salaces. On était en vacances dans le sud de la France et malgré la chaleur, moi j'étais tout le temps en gros pull. Je voulais pas qu'il me touche. Devant mon père, il a dit qu'on allait se marier. Mon père, lui, n'a rien fait. Et puis un jour, mon père m'a engueulé dans la voiture, me disant qu'il n'aimait pas mon comportement vis-à-vis de Michel. Là, j'ai craqué. Je lui ai dit qu'il m'avait donné des paquets de cigarettes et que c'était son prétexte pour venir dans ma chambre et qu'il me tripotait, qu'il me touchait alors que je ne voulais pas. Il n'a pas eu le temps de ne pas me croire parce qu'au même moment, il y a eu un souci de voiture. Michel, qui nous suivait, est venu vers notre voiture pour parler à mon père et il est venu de mon côté. Il a ouvert ma portière et il lui parlait tout en me caressant la cuisse. Mon père a réagi à sa façon, il est resté très civilisé. Il a récupéré les paquets de cigarettes dans mon sac, les lui a rendus en lui disant « Ma fille a 14 ans ». Puis, il lui a sorti l'article de loi qui concerne les attouchements sur mineurs. Mon père est avocat. L'autre a nié. Mon père lui a dit de ne plus m'approcher. Suite à ça, on a simplement changé d'endroit pour finir les vacances. J'ai toujours trouvé qu'il était très civilisé. J'ai subi plusieurs agressions. À 16 ans, un vieux a abusé de moi. Ça s'est passé quand ma mère m'a amené voir une diseuse de bonne aventure. Quand j'y pense, quelle bonne aventure. Je suis passée en premier. Elle m'a dit que j'avais beaucoup de trucs négatifs. Moi, j'étais une ado qui avait une allure extrêmement patibulaire. C'était pas compliqué d'en déduire que j'allais pas fort. Pendant que ma mère était en séance pour elle-même, j'ai changé de pièce pour les laisser seuls et je me suis retrouvée dans une pièce avec le mari de la voyante, un vieux. Il a commencé à me parler de trucs anodins, puis c'est devenu de plus en plus exotique, et puis il a commencé à me parler de cul. Il s'est rapproché et j'ai rien pu faire. Je revois sa tête chauve et à ma droite, il y avait un cendrier bien lourd. Je me disais, prends le cendrier et éclate-lui sur le crâne. Et j'ai pas bougé du tout. À l'époque, on ne parlait pas d'état de sidération. Maintenant, je peux mettre un nom sur mon absence de réaction. Je pense que ça a été le truc le plus dur pour moi. Je me suis haïe de m'être laissé faire. Je me suis insultée. Juste après, ma mère et moi sommes allés prendre un petit café pour se raconter nos tirages de cartes. Moi, j'étais vraiment pas bien. J'en ai parlé tout de suite à ma mère. J'étais en état de choc. Je lui ai dit ce qui venait de se passer. Elle m'a demandé si je voulais qu'on y retourne. J'ai dit non. Je voulais pas qu'on engage une action en justice envers ces gens-là parce que je croyais en leur pouvoir. Ils allaient nous jeter des sorts, nous mettre l'œil, faire des malédictions, quoi. J'ouvre une courte parenthèse pour souligner l'attitude de la mère de Marie-Jeanne qui accepte facilement le fait que le violeur de sa fille n'ait pas à répondre de quoi que ce soit devant la justice ou devant la famille. Marie-Jeanne, à ce moment-là, est jeune, elle a peur des sortilèges en représailles d'une dénonciation. Et sa mère laisse faire. La situation ne semble pas la faire réagir, la révolter, la mettre en colère. Elle est dans l'acceptation de l'agression sexuelle de sa fille par cet homme. J'ai fait une tentative de suicide après ça. Ma mère a quand même appelé le vieux pour lui dire que j'avais essayé de me supprimer après ce qu'il m'a fait. Il lui a dit qu'il en était peiné et c'est tout. La façon dont Marie-Jeanne décrit l'action de sa mère, lorsque celle-ci va se plaindre au bourreau de sa fille des effets du viol, laisse à penser que finalement, elle aurait espéré une autre attitude, une attitude plus active, plus agressive de sa part. J'étais en couple quand c'est arrivé. J'en ai parlé à mon mec.
On n'avait pas d'explication. Pourquoi je m'étais laissé faire? Bah, parce que j'étais une grosse salope. En tout cas, c'est comme ça que mon mec le disait. Moi, je me détestais. Si j'avais entendu parler du phénomène de sidération à ce moment-là, je me serais moins haïe. Je me suis notamment haïe par rapport à ma sacro-sainte sœur parce que je savais qu'elle avait vu ce vieux dans les mêmes circonstances. Alors je suis allée voir ma sœur et je lui ai dit ce qui s'est passé pour moi. Je lui ai demandé si elle a été violée, elle aussi, ou si elle s'était défendue. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas senti ce vieux alors qu'elle n'était juste pas restée dans la même pièce que lui. Elle est juste sortie. Juste ça. Pourquoi j'ai pas fait ça, moi? C'est après ce viol que je suis devenue violente. C'était une décision. Jusqu'à à peu près mes 28 ans, j'ai été physiquement violente. Je voulais plus me laisser faire. Ma sœur a été abusée par un vieux, elle aussi, quand elle avait 18 ans. Il y a eu manipulation. Comme j'avais une image de ma sœur tellement parfaite, pour moi, elle ne pouvait pas être une salope, contrairement à moi. Plus tard, j'ai appris qu'il s'était passé quelque chose entre le colonel et ma sœur. Elle devait être encore plus jeune que moi. Mon frère aussi est une victime. Et ça, c'est un nouveau dossier. J'avais un comportement incestuel avec ma sœur. Je voulais qu'elle m'embrasse sur la bouche. Je devais être extrêmement relou en plus d'être malsaine. Avec mon frère, il y a eu une nuit avec une escalade de trucs malsains. J'avais 11 ans et lui 8. On a essayé de coucher ensemble. Ça n'a pas fonctionné. Après ça, je me sentais très très mal. J'en ai parlé à ma sœur. Elle avait 14 ans, mais elle n'a pas suggéré du tout, évidemment. Ma mère a capté qu'il y avait un truc et j'ai fini par lâcher le morceau. On s'est retrouvés, mon frère et moi, chez un pédopsie. La psy nous a parlé comme à des débiles. Avec mon frère, on a réabordé le sujet une ou deux fois depuis, mais avec le recul, le sujet n'est pas simple. Quand on a regardé Game of Thrones, quand le frère et la sœur baisent ensemble, on s'est pas regardé, mais j'ai demandé « ça te rappelle rien ?» J'en ai parlé à une psy en disant « si moi je suis traumatisée de ce que j'ai vécu, alors j'ai traumatisé mon frère ?» Elle m'a dit « bah oui ». Alors j'ai demandé à mon frère s'il était traumatisé. Il m'a répondu que ça allait. Après, il m'a demandé conseil sur sa vie sexuelle. J'ai fait mon boulot de grande sœur, je l'ai écouté. Je pense qu'il a abusé une de ses copines. Pour moi, c'est pas normal de demander à sa partenaire 5 rapports sexuels dans la même nuit, d'en réclamer un 6e et râler parce qu'elle est gercée et qu'il est, de fait, insatisfait. Je lui ai dit d'aller faire du sport. Il ne peut pas l'utiliser comme défouloir. À 18 ans, après en avoir beaucoup discuté avec ma sœur, je me suis décidée à parler à mon père du colonel. Le contexte était nul. Il regardait la télé. J'ai dû attendre la fin de l'émission sur Bernard Tapie. Il était passionné. En attendant, je me décomposais. Il m'a dit qu'il avait été pétrifié le jour où je lui ai dit que le colonel m'avait touché. Je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit la première fois. Mais lui aussi m'a cru tout de suite. D'ailleurs, il m'a accompagné pour en parler à son frère cadet qui avait à ce moment-là des garçons en bas âge, dont un de 4 ans. Il y avait un prédateur dans la famille, il ne fallait pas qu'il les touche, il fallait les protéger. La réaction de mon oncle a été « il est pédophile mais il n'est pas homosexuel et moi j'ai que des garçons ». Sujet clos, mon oncle n'en avait rien à foutre. Un jour, je ne sais plus quel âge j'avais, mon père a parlé de l'abus avec sa mère. Il ne savait pas que je les écoutais. Elle lui a donné des détails que je n'avais pas parce que, pour moi, ça restait très embrumé. C'était à l'occasion d'une discussion pendant laquelle elle se plaignait du colonel. Il la dégoûtait. Et mon père en a profité pour lui demander s'il s'était passé quelque chose avec moi, si j'avais subi quelque chose. Elle a d'abord dit non, puis très vite elle a dit que oui finalement, qu'il était arrivé quelque chose. J'ai écouté la conversation accroupie sur la terrasse de la chambre, juste au-dessus d'eux. Elle lui a donné plein de détails. Enfin, c'était validé. Enfin! La petite fille en moi m'a engueulée. Elle qui essayait de se faire entendre depuis des années. Il a fallu que ma grand-mère le confirme pour que je n'ai plus de doute. Je me suis sentie divisée. C'était une journée très perturbante. Marie-Jeanne a 4 ans lorsqu'elle parle d'inceste pour la première fois. Elle ne comprend pas ce qui vient de se passer avec son grand-père. Que fait la grand-mère? Elle lui impose le silence. Elle ne doute pas un instant de sa parole. Elle sait qu'elle a été violée par son propre époux, mais elle va littéralement étouffer cette agression. Elle est complice
de fait, de son mari. Elle le protège. Certes, on le voit par la suite, elle va protéger ses petites filles. Elle ne les laissera plus jamais seules avec lui. Mais elle va faire taire sa petite fille. Elle sera même cruelle avec elle à partir de ce viol. Pourquoi ? Lorsque des années plus tard, Marie-Jeanne va raconter à ses parents ce que lui a fait subir le colonel, ils ne réagiront pas, ils vont accueillir sa parole, la croire et même aller prévenir son oncle que ses enfants en bas âge sont potentiellement en danger. Mais vis-à-vis du colonel, rien ne va changer. Les repas dominicaux en famille vont continuer, rien ne paraîtra. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour conserver l'unité familiale. Cette famille est dysfonctionnelle, certes, mais à sa manière, elle fonctionne tout de même. Sans compter le conflit de loyauté d'un fils envers son père. Ce n'est pas possible pour le père de Marie-Jeanne de confronter son propre père ou de porter plainte contre lui. Ce serait une trahison. Le grand-père de Marie-Jeanne est protégé par l'ensemble de la famille qui semble malgré tout le détester. En réalité, Marie-Jeanne fait partie de cette famille. Elle va devoir se conformer aux règles de cette famille. Elle va se fondre dans cette famille. Elle va devoir accepter la présence dominicale de son bourreau, manger à sa table, accepter ses réflexions sur son poids, le laisser juger et critiquer son apparence. Faire comme si rien ne s'était passé. Elle doit accepter pour toute la famille, elle doit accepter la situation. Son bourreau, lui, ne sera jamais inquiété. On ne lui parlera jamais de ce viol. C'est lui qui est soutenu par tous les membres de la famille. Si Marie-Jeanne décidait de parler, elle serait seule contre tous. Mon père détestait son père qui avait une aura dégueulasse. Ma grand-mère détestait son mari. Je ne sais pas s'il y a d'autres petites victimes du colonel. Je sais qu'il a sauté sur ma mère. En famille, chez mes parents, il a suivi ma mère qui allait dans la cave pour lancer une lessive. Il lui a sauté dessus pour lui rouler une grosse pelle. Elle n'a pas pu réagir. Elle l'a dit à mon père le jour même. Dans un premier temps, il a voulu aller lui casser la gueule, mais ma mère lui a demandé de se calmer. Il s'est bien calmé parce que il jouait aux cartes avec son père le soir même. Rien ne s'est passé, rien ne s'est dit. Un jour, je suis allée voir le colonel avec ma sœur pour le confronter. Je n'ai quasiment pas pu parler. Quand on l'a confronté, il a nié. Il a toujours nié. Il a demandé si je faisais ça pour avoir de l'argent. Par la suite, il a écrit son interprétation du moment. Il disait que ma sœur était bête, qu'elle avait été prise dans mon immonde manipulation, que je regardais d'un air satisfait et machiavélique mon plan fonctionnait, que c'était certainement parce que j'étais une droguée et que j'avais une vie dissolue. Il a propagé son écrit à plein de gens, y compris les commerçants du coin. Finalement, il a toujours nié et il a fini par me proposer de l'argent. Le colonel a fait notre arbre généalogique, qu'il a généreusement distribué à toute la famille. J'ai récolté tous les exemplaires que j'ai pu et je les ai brûlés. Je me suis fait vivement critiquer pour ça, parce que je n'avais pas demandé l'autorisation. Moi, j'ai brûlé la vie du colonel. Après sa mort, ma sœur a trouvé dans son bureau des photos de photomaton où il posait en faisant des grimaces. Au dos, il avait noté « Je suis un monstre ». Je ne sais pas comment, mais cet élément a joué pour moi. Je me suis dit qu'il avait eu des petits moments de dégoût envers lui-même. Ma sœur a fait son mémoire sur la pédophilie. Ça a été difficile pour moi de le lire. Il s'avère que, globalement, les femmes ne protègent pas leurs enfants. Elles couvrent leurs mecs. Moi, je pense que si mon mec avait fait ça, je l'aurais démonté. Un jour, j'ai parlé à mon père de son comportement. Ton père a sauté sur ta femme et a abusé ta fille. Ton père s'est permis ça. Tu te rends compte de ce qu'il a fait? Comment tu l'as pas explosé? En fait, il a laissé faire parce qu'il est avocat, qu'il a une situation et une réputation à préserver. Moi, je veux jamais être comme ça. J'aurai pas de situation à gâcher, moi. Moi, je veux pouvoir taper sur qui je veux. J'ai menacé d'ailleurs et frappé physiquement des membres de ma famille et je leur ai dit que ça me fait du bien de savoir que je suis pas comme vous. Si vous me manquez de respect, moi, j'ai pas de limite et je vais vous niquer. J'ai pas vraiment de limite, c'est vrai. J'aime pas ça. Je reste pas dans le cadre. Je veux pouvoir me barrer. À un moment, j'envisageais de faire tabasser le colonel pour qu'il souffre dans sa chair. Je me disais que je pouvais payer quelqu'un. Je traînais avec des clodos, des drogués. Moi, j'ai jamais pris de drogue dure. Eux, ils m'aimaient bien. Un jour, j'ai raconté à mon père que j'avais eu ce plan. Il m'a demandé pourquoi tu l'as pas fait. Je suis restée bête. Le colonel n'a jamais été confronté à la justice.
Mon père m'a demandé si je voulais porter plainte, mais il m'a dit que la procédure était compliquée, longue et difficile psychologiquement. Il n'y avait pas de prescription, mais lui disait que la justice le déclarerait certainement non coupable. En Belgique, il a agressé plusieurs femmes. Le père de Marie-Jeanne est un homme de loi, un avocat. Il lui propose donc de porter plainte. Mais il le lui propose tout en lui présentant les choses comme si elle avait déjà perdu le procès. Je ne sais pas si j'ai parlé à ma grand-mère du silence qu'elle m'a imposé. J'ai l'impression que j'ai été très perturbée par ce qu'elle a fait. Il y a un truc dans mon cerveau qui a merdé. Ma mère était divorcée quand elle a su que le colonel m'avait abusée. Je ne sais plus comment elle a réagi. Ce dont je me souviens, c'est qu'un jour, j'étais chez elle, le téléphone sonne et c'est moi qui décroche. C'était le colonel. J'ai appris à ce moment-là qu'il l'appelait de temps en temps depuis son divorce. Avant de passer le téléphone à ma mère, il m'a dit « Tu pourras jamais savoir si ce que tu dis est vrai ». J'ai passé le téléphone à ma mère en la haïssant. J'ai écouté la conversation. J'aurais pas dû. Elle disait « Mais je vous comprends, c'était peut-être des chatouilles, mais elle a interprété ça différemment. Je dis que la souffrance de Marie-Jeanne est réelle. » J'étais hors de moi. Sa voix était mielleuse, c'était dégueulasse. Alors qu'elle parlait à un gars qui m'avait agressé et qui l'avait agressé aussi. Mais comment c'était possible? J'ai pété un plomb en l'imitant. Oh, je vous comprends. Putain, mais va lui sucer la bite, comment ça se fait qu'il te téléphone? Tu dis que j'ai interprété, mais que ma souffrance est réelle? Mais il m'a léché la chatte avec sa langue, bordel! Je l'ai pas laissé en placer une. Je n'étais que de la haine en fusion. Elle m'a assuré qu'elle avait eu une autre discussion au téléphone avec lui et qu'elle avait crié ce jour-là. Mais j'étais pas là pour l'entendre. Ce que j'ai retenu, moi, c'est Oh, je vous comprends. Impossible d'en reparler avec elle par la suite. Pour moi, ma mère est la personne la plus malsaine de mon environnement. Elle est sexuellement malsaine. Elle a dragué mes mecs, ceux de ma sœur. Elle m'a déjà dit Ton frère et ta sœur, je les aime, mais toi, je suis amoureuse de toi. Et elle m'a embrassé sur la bouche. Ma mère a été violée à 4 ans par son oncle. L'histoire se répète. C'était des viols à répétition. Le violeur lui a fait peur. Elle était terrorisée. Elle a toujours été dans la soumission-séduction qui, pour moi, sont inappropriées. Je l'ai haïe très longtemps pour la femme qu'elle est, pour la façon dont elle habite son corps. Elle a été en opposition avec moi. Quand on lui fait des remarques, elle ne prend rien à sa charge. Alors, je donne rarement de chiffres, mais là, je suis obligée d'en donner quelques-uns qui viennent de la Civise. La Civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Aujourd'hui, un Français sur 10 a été victime d'inceste. 96% des agresseurs sont des hommes. 160 000 enfants sont victimes d'inceste par an en France. 70% des plaintes sont classées sans suite. Et là, j'arrête les chiffres. Il faut noter également que les enfants de parents qui ont eux-mêmes été victimes d'inceste y sont plus exposés que les autres. Il y a des familles qui fonctionnent avec l'inceste depuis des générations. À chaque génération, le même schéma se répète. Ce qui explique l'attitude de la mère de Marie-Jeanne. Elle ne protège pas sa fille. Elle ne se révolte pas vis-à-vis du colonel ni de l'homme qui la viole pendant qu'elle est chez la voyante. Elle aussi a connu l'inceste à partir de 4 ans. Le viol l'a accompagnée pendant toute son enfance. Ses parents ont-ils été informés de ces viols? Et comment ont-ils réagi surtout? L'histoire ne le dit pas. Je pense que s'il y avait eu un procès, Marie-Jeanne l'aurait su et que sa mère aurait réagi différemment. Elle aurait intégré que le viol est inacceptable, que c'est hors la loi, et ici ce n'est pas le cas. Dès mon premier délire, je me suis sentie soutenue par Dieu. J'ai développé une sorte de foi. À 25 ans, j'entendais beaucoup de voix. Aujourd'hui, j'en entends une seule seulement, quand je prie. Cette voix n'est pas invasive et je la trouve bienveillante. À un moment donné, je ne mangeais plus parce que j'oubliais. Cette voix me disait de manger pour que mon cerveau fonctionne. Pour moi, la prière et la méditation sont très importantes. Ça me nourrit. Les chaînes sur la religion, les témoignages, ça me remplit de quelque chose qui me fait du bien. En cette période, il m'arrive de penser à l'Apocalypse. Parfois, j'ai des montées de flip. Quand j'étais malade,
J'ai eu des flashs médiumniques vérifiés devant témoins. Ma mère en a. Elle est hors système. La rigueur catholique n'est pas son truc. Je voulais pas devenir comme ma mère. Quand j'ai décompensé la deuxième fois, j'avais beaucoup de flashs, mais je pouvais rien en faire. Aujourd'hui, je peins. Je fais de l'expression corporelle. Je respire. Ça va assez bien, je trouve. Il y a quelques années, ma vie, c'était boire et baiser à tort et à travers et être violente. Pour détacher cette image qu'on avait de moi, c'était pas si simple. Je suis pas hétérosexuelle à 100%. Il y a une nana que je croise de temps en temps qui a besoin de me séduire. Je me rends compte qu'en sa présence, je me masculinise. Je l'aime bien. Je la vois pas trop souvent, ça me fait un truc un peu exotique. Mes histoires d'amour ne durent pas longtemps, ça joue sur mon poids. Mes relations amoureuses foirent toutes. Au moment où ça foire, avant que je ne rompe, je maigris parce qu'il y a une histoire de désir, de sexualité. Je veux être encore plus désirable. Du coup, je mange moins et je fais plus de sport. Mon corps prend une apparence débile. Je dois plaire à tout prix. J'arrange mes cheveux autrement pour être plus jolie, etc. Quand je suis comme ça, je me déteste. Je n'en veux plus d'être aussi débile. Tous ces efforts m'épuisent. C'est pour ça que j'ai besoin de solitude. Dès que l'histoire est finie, je mange. Je me sous-alimente pour manger plus après. Pour m'aider, et parce que je suis radicale, je me suis rasé la tête à 3 reprises après des ruptures. C'est pour mettre un terme à cette question d'apparence. Quand je me rase la tête, je me sens concentrée, je me sens détachée de ces futilités. Et je repars dans une phase beaucoup plus spirituelle, à essayer de me recheviller à mes principes et à mes valeurs. Je suis convaincue que la beauté intérieure, c'est ça l'essentiel. Je me base aussi sur le fait que si j'aime vraiment quelqu'un, quelle que soit son apparence, je le vois beau. Je voudrais qu'on me voie comme ça, avec les yeux de l'amour. Depuis qu'elle est petite, le corps de Marie-Jeanne a été critiqué par sa famille. Il a sans cesse été l'objet de plaisanteries. Sa famille a fait preuve de cruauté envers elle parce qu'elle n'était pas assez mince d'après eux. C'est comme si ce qu'elle offrait à voir, à savoir son corps, était là pour être jugé, beau ou laid, par sa famille. Il y a sous ces critiques une forme de prise de possession de son corps, comme s'il n'était pas exclusivement à elle, comme si elle le partageait contre sa volonté avec son père, ses grands-parents, etc. Dans le premier volet de l'histoire de Marie-Jeanne, elle commence à raconter son parcours en parlant de sa colère lorsque sa sœur entre dans la salle de bain alors qu'elle y est déjà. Elle s'observe, elle ne veut pas partager la vue de son corps avec qui que ce soit. Il est à elle. Ce n'est pas de la pudeur, c'est simplement qu'elle ne veut pas d'autres regards sur elle. Elle veut son corps pour elle-même. Quand ça va pas dans une relation dans laquelle j'ai cru, je suis triste pendant tout un temps. Je me vois triste, enlaidie. Me raser les cheveux me redynamise. Ces dernières années, j'ai surtout été avec des mecs à qui je plaisais pas. C'est complètement con. Je crois que côtoyer quelqu'un à qui je plais pas, ça me vexe. Eux ne me plaisent pas non plus d'ailleurs, hein. C'est une question d'orgueil. Pour moi, ce mec ne voit pas que je suis une bombe, que je suis géniale. Alors je cherche à le séduire et j'y arrive. Qu'un mec me trouve assez bien pour coucher, c'est pas compliqué. Mais moi, je les rends accros. Après, je tombe vite dans l'addiction sexuelle, dès que je réveille ma libido. Cette histoire d'orgueil, c'est malsain. Il y a une forme de mépris de l'autre. Je suis là et je vais t'avoir. Je suis un monstre dans ce domaine. J'arrive à être adorable, bienveillante, super chouette, et une bombe aux pieux. Et après, ils vont se faire foutre. Et ils sont mal parce que eux ne sont pas à la hauteur. T'es qu'une pauvre merde, mon gars. Je sais pas si j'ai travaillé là-dessus en thérapie. Je me suis rendu compte que j'avais honte de ma libido et que tous mes derniers partenaires avaient moins de libido que moi. Moi, j'avais envie, pas eux. Pourtant, je suis 100% insatisfaite de mes partenaires sexuels. Je les trouve nuls. Les différents viols que Marie-Jeanne a subis ne sont pas résolus. Les cicatrices ne sont pas refermées. Il y a une forme d'attirance et de détestation des situations qu'elle induit elle-même. Son poids et ses variations sont toujours observées à la loupe. La minceur séduction est le centre de ses relations envisagées ou actuelles. L'apparence est primordiale, même si elle aimerait qu'on la regarde avec les yeux de l'amour. Une énorme révolte m'a fait dire que je veux plus jamais avoir honte de ma libido. Alors je suis allée poser nue pour un artiste trash, pas du tout pour être embellie. Je ne voulais plus avoir honte de mes aspérités esthétiques. Dans mes dernières relations, j'essaye de prendre le contrôle. Je ne regrette aucun de mes partenaires. Quand je suis bourrée,
Je m'autorise des choses, j'accepte des trucs que je refuserais si j'étais sobre. Sobre, je suis d'un ennui mortel. Certains disent que comme je suis bourré, c'est du viol. Moi, je crois pas. Après, il y en a qui ont insisté lourdement et j'ai cédé parce que j'étais totalement bourré alors que j'avais dit non plein de fois. Là, on est déjà plus sur un non-consentement verbalisé. Marie-Jeanne banalise le viol. Elle l'accepte. Elle ne le place pas au niveau d'une agression, ce qui fait d'elle une non-victime puisqu'il n'y a pas d'agression. Exactement comme le lui a imposé sa grand-mère lorsqu'elle avait 4 ans. J'en ai parlé à ma gynéco qui ne comprenait pas pourquoi je faisais autant de tests HIV. C'était pas des rapports consentis, donc il n'y avait pas de capote. Elle était choquée. Je lui ai demandé: vous me permettez de pas être traumatisée ou je suis obligée? Parce que j'en ai rien à foutre, moi, de ce qui s'est passé. J'étais pas consentante, le mec l'a fait quand même. C'est un viol? Eh ben tant pis, je me suis laissée faire. Après avoir fait mon introspection, je suis pas traumatisée, je suis pas surprise d'être tombée sur un connard. Ma considération pour cette personne, c'est que c'est un gros con. J'ai clairement un problème à faire respecter mon non-consentement, une incapacité. Un psy m'a dit que je devais accompagner mes paroles avec l'expression faciale, sinon le cerveau ne peut pas comprendre. L'année dernière, je me suis prostituée. Ça m'allait très bien. Je me suis dit que comme je n'arrive pas à opposer un refus face à des hommes irrespectueux qui insistent et qui me font boire, j'allais tarifer mes plans cul. Au moins, ils ont un oui à condition de payer. Je l'ai très bien vécu. C'était des plans cul tarifés. J'allais pas m'attacher. Ça a mis un terme à ma thérapie. C'était un cap que ma psy n'avait pas envie de passer avec moi. Je ne suis pas allée chercher une clientèle. Il n'y a eu que 2 gars à qui j'ai donné mes tarifs. Le second gars, je le connaissais. Je l'ai fait par addiction sexuelle, non par appât du gain. On a couché quelques fois ensemble, je me suis attachée sans le lui montrer. Finalement, je n'aime pas le souvenir d'avoir partagé une intimité avec lui. Il était faux. Il avait un visage civilisé, mais ça m'étouffait de voir l'horreur qu'il y avait derrière. Je me dégoûtais. Sexuellement, ça ne me convenait pas du tout. Je n'ai pas peur de tomber amoureuse. J'ai été follement amoureuse 2 fois dans ma vie. Je pense que j'ai un travail à faire sur le fait de faire passer mon respect de moi avant tout. J'ai eu plein de thérapeutes, de psys. J'en ai marre de voir des psys pour rassurer les gens autour de moi. Je pense ne pas en avoir besoin pour le moment. Je me sens capable d'affronter la vie sans cette béquille-là. Je ne veux pas de relation amoureuse. Ça me permet d'expérimenter un truc sympa. Des mecs me proposent des rendez-vous, j'y vais et j'expérimente. Je m'en fous de plaire. Je suis pas là pour leur convenir. Je découvre que le fait que je plaise ne m'oblige pas à les remercier en baisant. Je vois ça comme ça pour le moment. Le dernier gars avec lequel je suis sortie a fait 4 heures de trajet pour m'en éviter 2. Et il a tout payé. Je me suis à aucun moment sentie redevable de quoi que ce soit. C'était limpide pour moi. Je dois voir un gars à la fin du mois, je le connais et je l'apprécie. Ça me pose un problème parce que je sais que si je suis sobre, je coucherai pas avec lui. J'ai pas envie, j'ai déjà couché avec lui, il est gentil, mais j'ai pas de plaisir. En plus, il ne met pas de capote et ne fait pas de test IST. Il y a 12 ans, on est sortis ensemble. Au pieu, il me convient pas, je le sais. Pour moi, on baisera pas, mais peut-être que je vais changer d'avis. Avec l'alcool, je pense que je vais baiser. Je pense qu'il est respectueux, mais je sais pas comment gérer. Je pense qu'il respecterait mon choix si je disais non. Je me méfie plus de ce qui pourrait émerger chez moi. Je suis réactive physiquement. S'il y a un gars qui s'approche de moi et que je commence à sentir que ça pue le mec, je vais peut-être m'allumer toute seule. Quand j'étais jeune, je ne réalisais pas que j'étais violée. Un gars m'a violée et je ne l'ai pas diabolisé. Une copine était de mèche avec lui. C'est elle qui a provoqué ce viol. J'ai revu ce gars à une autre soirée. On a fait le test de pureté. On était tous alcoolisés. C'est un jeu où on doit dire la vérité. Les questions parlent beaucoup de drogue et de baise. Une des questions qui lui était adressée était: as-tu déjà abusé d'une personne quand elle était bourrée? Il a répondu non. Je lui ai dit: mais tu te fous de ma gueule? Si, puis devant témoin. Je t'ai dit plein de fois non et t'y y allais. J'ai vu qu'il était interpellé. Je considère pas que ce soit un mauvais gars, il est juste très con. Il était bourré. Alors il a répondu: bon oui alors. Moi je ne me mets pas en colère, je ne suis pas méchante. Je reste souriante, je passe un bon moment, je fais la fête.
Je tombe pas des nues quand un mec à qui j'ai dit non passe à l'acte. Je suis pas hébétée parce que c'est intégré pour moi que les contacts sont potentiellement dangereux, que les gens ne débordent pas tous, tout le temps, de plein de qualités ou de notions de respect. Parfois, c'est juste de la bêtise. Je peux pas à vie être une petite fille toute déboussolée. Le monde est merdique. Je peux pas être à terre à chaque fois. Je peux élaborer des stratégies, mais je peux pas être dans l'idée que je vais réussir à élaborer une vie qui ne me mènera jamais vers un individu qui abusera de la situation. Ce monde est rempli de merde. Il faudrait potentiellement que je passe par l'énervement pour être entendue. Je pense que ça vient aussi de mon éducation très machiste, très conne, d'obligation de satisfaire les mecs. Quand j'étais ado, mon père me disait qu'il trompait ma mère parce qu'elle baisait pas assez ou pas assez bien, qu'une femme doit être belle, mince, soumise et consentante. Il me disait qu'il fallait satisfaire visuellement et sexuellement un homme. Je me suis construite, moi, avec ça. En ce moment, tout va bien, ça se passe bien. Niveau alimentation, je mange avec plaisir, avec des périodes où je vais manger très sainement et d'autres où je vais avoir plus la flemme, pendant lesquelles je vais me tourner vers des trucs plus simples, genre biscottes et fromage. Ma flemme guide mes repas. Si j'ai besoin d'un câlin alimentaire, je vais vers ça. Je me suis plus pesée depuis bien longtemps. Je suis parfois tentée de me peser, puis non. La balance, c'est comme une vieille tante qui aurait toujours un truc de merde à me dire. Est-ce que j'irai la voir cette tante? Non. Bah pareil pour la balance. Je fais des listes et encore des listes tout le temps sur des petits bouts de papier, des tickets de caisse. Je suis contente de peindre, je suis contente de ma peinture, j'ai des retours positifs sur moi-même. Je suis hypersensible. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est difficile, mais grâce à ça, je sais saisir une belle couleur, le plaisir de la caresse du soleil sur ma joue, c'est pas que du négatif. J'ai des pics d'hypersensibilité, mais je suis pas comme ça tout le temps. Je pourrais pas me lier à quelqu'un d'hypersensible, ni à quelqu'un qui ne sait pas faire preuve d'empathie, mais je le trouverais peut-être plus intéressant, lui. Je sais que je peux être fatigante, et ça, je sais l'entendre. Je suis contente de mes interactions individuelles. J'aime bien rire, c'est une activité sportive indispensable au bien-être. Ça dégage de l'énergie, c'est physique, ça façonne le visage, ça embellit, ça fait travailler la tonicité faciale, et si on a bien rigolé toute sa vie, ça se voit sur les rides. Ce sont des rides que je veux bien. On m'a fait un cadeau. Une personne que je connais pas vraiment, qui a un site d'hébergement de galeries d'artistes, m'offre ses services pendant 1 an. Normalement, c'est payant. Et ça, pour moi, c'est super génial. Pour moi, ma peinture, c'est un ancrage. Ça m'ancre vraiment. Je fais quelque chose d'à peu près sérieux. Grâce à ma peinture, je fais des projets. Ça pose mon esprit, ça m'équilibre. Suite à l'exposition sur le net de mes peintures, ça m'a fait plaisir d'avoir des retours positifs. Ça me fait du bien, mais finalement, je crois que j'ai pas tant besoin de reconnaissance. Je n'expose pas mes peintures pour ça. Quand une personne vient me voir pour me dire que je suis tel ou tel mouvement, je ne sais pas forcément de quoi il parle. Je suis contente parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de contacts sociaux qui majoritairement se sont bien passés. C'était chouette. Mais ça fait beaucoup pour moi. Et la solitude est à l'horizon. Je suis paradoxale parce que dans mon comportement, je ne suis pas froide. Je dis des choses, je dis la vérité, mais je n'arrive pas à mettre la bonne distance pour moi. Je suis peut-être un peu trop chaleureuse. Je pense aussi que nos entretiens m'aident. Je me rends compte que je m'assume de plus en plus dans une certaine sérénité. Et je me rends compte à quel point j'ai une attitude de grande gueule alors que je fais des efforts parfois pour m'accrocher à mes convictions. Je remets toujours tout en doute. Nous laissons Marie-Jeanne ici en pleine reconstruction. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Abonnez-vous à votre chaîne pour retrouver d'autres témoignages. Je vous remercie vivement de liker et de commenter. Et bien sûr, vous me retrouvez sur Instagram. Je vous y attends. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.